Salut tout le monde, bienvenue dans les Feflines. Je suis en compagnie de Timo qui voulait absolument venir. Alors, c'est ça, bienvenue Timo. Dis bonjour au monde. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est très peu connue, par exemple, du côté de l'Amérique du Nord, mais très connue au côté de l'Europe. C'est ça, c'est l'histoire d'Anne Frank. Qui est Anne Frank? C'est une jeune fille qui est née en 1929. C'est sûr que ça a pas été une vie facile pour elle. Et puis, oui, heureusement, pendant peut-être 10 ans, peut-être un petit peu même un petit peu moins, elle a quand même vécu dans le bonheur, mais ça n'a pas été facile. Et pourquoi? Parce que, elle est née à Francfort, en Allemagne. Donc, en Allemagne, c'est une fille d'une famille juive. Donc, c'est une juive. Et c'est ça, et tout ça pour dire que, j'ai perdu mon partenaire, que Timo est parti. Et c'est ça, donc, bien entendu, la vie des Juifs du côté de l'Allemagne, c'est vraiment pas facile. Et puis Adolf Hitler qui rentre au pouvoir et lorsqu'elle est venue au monde, lui, c'était justement, il commençait à prendre beaucoup de poils de bête justement au niveau du parti nazi. Et lorsque Hitler rentre au pouvoir, c'est quoi, en 1933, la famille Frank décide de sacrer le camp de là parce que Hitler avait promis qu'il ferait la partie, il jouerait assez dur avec les Juifs et puis au lieu de vivre avec de la répression, la famille a décidé de s'en aller. Et ce qui arrive en plus, c'est que Otto, le père d'Anne, lui, il avait déjà une compagnie une compagnie d'épices. Et il a fallu qu'il abandonne quasiment tout ça et qu'il prenne ses clics, ses claques avec sa femme, Edith. Et aussi la plus vieille des sœurs, elle avait 16 ans à l'époque, Margot, la sœur d'Anne. Anne, elle avait 13 ans. Alors, ils s'en vont du côté d'Amsterdam, ils s'en vont s'établir là pour le temps qu'il faut, là, puis le temps de laisser tomber un peu la poussière. Mais le problème, c'est que c'est au mois de mai, c'est au mois de mai 1942 que les nazis ont décidé d'attaquer les Pays-Bas. Et après 5 jours, justement, les Pays-Bas, ils ont capitulé contre l'Allemagne nazie, ne pouvaient pas se battre contre eux. Alors, ça a pris 5 jours où ils ont décidé de sortir le drapeau blanc et ils ont tout simplement abandonné. Et puis, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que là, on commence à y aller avec des règlements anti-juifs aussi du côté d'Amsterdam et des Pays-Bas. Et Anne, elle, de son côté, elle a 13 ans et elle fait une vie d'adolescente tout à fait normale. C'est une famille juive, mais faut dire aussi que c'était pas des juifs tellement pratiquants, là. Tu sais, c'était pas là, des orthodoxes. C'était des gens qui étaient, oui, ok, on est juifs, mais on n'est pas si pratiquant que ça, là, tu sais. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'ils auraient pu changer de religion et ils auraient pu tomber catholiques et, tu sais, si la religion juive n'était pas si importante pour ça pour eux, ils auraient pu au moins pour sauver la face et au moins quoi que ce soit, adopter la religion catholique en tout cas. Mais sauf que faire du second guessing à ce moment-là, c'est vraiment pas évident. Alors, elle avait 10 ans que justement l'Allemagne a attaqué la Pologne en 1939 et comme je vous disais, c'est le 10 mai 1940 que c'est que les nazis envahissent justement les Pays-Bas. Donc, avec tout ça, là, ils commencent un petit peu à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et par exemple, Otto, le père, avait justement commencé à préparer un visa pour que la famille s'en aille vivre aux États-Unis. OK? Mais sauf que ça a été, au bout de 10 jours, ça a été annulé parce que justement, c'est là où les nazis sont arrivés et ils ont annulé tous les visas qui avaient des demandes. Alors, la demande a été refusée et parce qu'ils voulaient s'en aller, eux, avoir la paix de tout ça. Et puis là, c'est là qu'ils sont obligés de vivre avec la répression des étoiles jaunes. Et c'était pas facile, vraiment. Donc, Anne, qui est une jeune fille de 13 ans, qui avait beaucoup d'amis, qui était une fille qui était populaire auprès de ses amis, qui faisait une vie d'adolescente normale, tout simplement.
Et à un moment donné, ben, c'est au mois de juillet 1942, au mois de juillet 1942, c'est sa sœur Margot qui reçoit une lettre enregistrée et on lui envoie une convocation du côté de l'Allemagne. Elle doit se présenter justement parce que c'est une juive et elle doit partir. Sauf que, bon, son père, sa mère font ni un ni deux. Ils se disent, écoute, là, faut trouver une solution parce que notre tour va venir aussi. Là, t'sais. Là, ça a commencé avec elle, mais nous autres aussi, là, on va commencer à avoir des problèmes avec la Gestapo et ainsi de suite. Donc, lui, il y a des gens de compagnie qui avaient parti de compagnie pour... il avait continué à fabriquer de l'épice, mais en même temps aussi, il fabriquait un produit, une huile végétale qui faisait épaissir la confiture. Donc, lui, il y avait cette compagnie-là qui était à quelques kilomètres de chez lui. Et lorsqu'il y a eu la convocation de Margot par la Gestapo, il savait que, bon, écoute, là, tu sais, ça s'en va là, elle ne reviendra plus, là, tu sais, puis notre tour va venir. Donc, on doit trouver une solution. Ce qu'ils font, ils doivent vraiment, là, de tout leur appartement, leur maison, ils ont tout vidé, ils ont fait vraiment là, comme s'il y avait eu du vandalisme, OK? Pour avoir laissé là, vraiment l'impression que il y a eu un vandalisme à la maison et qu'il y a des gens qui se sont squattés carrément à leur maison. Et il a fait croire qu'il a comme fait paraître comme de quoi qu'ils sont partis en Suisse, avec des documents de la Suisse, comment aller vivre en Suisse, et puis ils ont tout laissé ça. Et bien entendu, une jeune fille de 13 ans qui doit laisser ses amis, qui doit vivre avec la répression nazie, et que là, déjà là, ça c'est une tragédie, qui doit abandonner sa maison, l'endroit où elle vit, et elle doit aussi abandonner son chat. Alors, elle était très attachée à son chat, puis on lui a dit non, non, ton chat peut pas venir avec nous, là, tu sais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? On doit vraiment s'échapper, on peut pas sortir du pays parce que le visa a été rejeté, puis c'est surveillé, puis il y a la Gestapo qui est partout dans les Pays-Bas, alors ils savent pas tellement quoi faire, et puis ce qu'ils font, c'est que à l'endroit justement où autour à sa compagnie, ben c'est comme, vous savez, les maisons en ville, là, tu sais, qui sont toutes collées, là. Bon, ben c'est comme deux maisons dans une, OK? Donc, il y a une maison, la partie de gauche qui est vraiment toute la compagnie qui est là, l'usine et ainsi de suite. Et aussi, tu as l'autre maison qui sert un peu d'entrepôt sur 4-5 étages et qui sert d'entrepôt. Tu as 4 étages avec encore un grenier en haut. Et qui sert de bureau, de salle de break et toutes sortes de petites choses en même temps. Alors, ils ont décidé que avec 4 personnes qui étaient autour d'eux, 4 fidèles employés, de se faire une genre de petite cachette en se servant des 3 derniers étages. Ben, les 2 derniers étages et le grenier. Donc, il y avait l'escalier qui était vraiment encastré dans le mur. Ils ont mis une bibliothèque pour cacher justement la porte. Alors, ils ont décidé d'aller se cacher là-dedans. Et c'est là-dedans qu'elle allait vivre pour le temps que la guerre va durer. Là, ce qui arrive, c'est que la Gestapo partout, eux, ils ont leur maison, comme je vous dis, ils ont tout viré à l'envers, puis il a fallu qu'ils partent à l'annexe. Et petit problème dans tout ça, c'est que comment tu fais pour voyager avec tes valises? Parce que là, si tu vois une famille se promener avec 2-3 valises sur le dos chaque personne, puis la Gestapo va tout de suite les remarquer, puis ils vont commencer à poser des questions, puis ils ont leur étoile jaune en plus, fait que ça fait louche pas mal. Donc, ils doivent passer vraiment incognito. Ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent l'étoile jaune pour pas se faire passer justement, pour pas se faire remarquer et plus passer comme des inconnus. Et de un. Et de deux, ben, ils sont obligés de voyager avec plusieurs épaisseurs de linge sur le dos. On est au mois de juillet. OK? On est au mois de juillet, il fait chaud, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent avoir plusieurs épaisseurs de linge sur le dos et ils doivent traîner le plus de stock possible à travers leur linge. C'était vraiment pas facile, là. Puis ils n'ont pas le choix, là. T'sais. Donc, c'est comme ça qu'ils doivent marcher. Puis ils peuvent pas prendre le transport en commun parce que les Juifs n'ont pas le droit. Les Juifs n'ont plus le droit de prendre le transport en commun. Puis même s'ils ont enlevé l'étoile jaune,
il ne voulait pas prendre de chance au cas s'il y a des gens qui reconnaissent, tu sais. Alors, parce que c'était payant, tu sais, si tu avais la chance de dénoncer des Juifs, c'était payant, tu sais. Et c'était la peine de mort si tu les protégeais, là, tu sais. Il y avait ce côté-là. Alors, ce qui arrive, c'est que euh, à pied, ils vont traverser plusieurs kilomètres à pied avec toutes les l'épaisseur de linge sur le dos pour se rendre à l'annexe. Et comme je vous dis, derrière la bibliothèque, une immense bibliothèque, ben c'est l'escalier qui mène justement dans l'annexe carrément. Et c'est là qu'ils vont vivre. Donc, c'est tout petit, c'est pas gros, c'est vraiment là, genre à peine un 4,5, là, tu sais, avec il n'y a pas de salon, là, tu sais. Euh, c'est quoi? C'est deux chambres. Il y a vraiment deux chambres. Et il y avait une chambre où il y a les parents d'Anne qui dormaient. Et à côté, il y avait le lit de Margot. Il y était trois qui dormaient là. Dans une autre chambre à part, il y avait Anne qui dormait là. Avec celui qui est Fritz, qui est un homme qui sera arrivé un petit peu plus tard, là, au mois de novembre, 3-4 mois plus tard, qui est lui qui est un dentiste, qui est venu se réfugier lui aussi. Alors, et aussi, il y avait la famille Van Pels. Il y a leur fils Peter et il y avait Augusta puis Herman qui, quelques jours après les Franks, sont allés s'établir aussi dans l'annexe. Eux, ils dormaient dans la cuisine, autrement dit. Il y avait les parents dormaient dans la cuisine et au grenier, c'était Peter qui dormait là. Alors lui, il était le seul qui avait une chambre juste pour lui, là. C'est ça. Donc, Peter, lui, c'est un petit gars qui a 15 ans, puis bon, il a le même âge que Margot, mais c'était la guerre avec Anne. Anne puis lui se détestaient ces deux-là. Alors, imaginez, dans un 4,5, tu dois t'endurer. Et là, c'est les habitudes des autres personnes que tu as beaucoup de difficultés. Mais comment vivre là-dedans sans te faire pogner? Donc, il n'y avait que 4 personnes qui étaient proches, qui leur apportaient la nourriture, des couvertures, des journaux. Ils avaient une radio. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en bas. Puis là, il faut pas qu'ils le sachent, eux autres, là. Parce que c'est payant. Si tu stoules, c'est payant. Donc, il fallait que le jour, qu'ils ne fassent pas de bruit du tout. OK? À l'exception de l'heure du dîner. Quand il y avait l'heure du dîner, tous les employés sortaient du bâtiment. Et pendant une heure de temps, ils pouvaient bouger là, à l'annexe pour marcher. Mais sauf que pendant les heures de travail, il n'était pas question là, c'est ça, là. Il n'était pas question qu'il y ait quoi que ce soit. Alors imaginez, à un moment donné, il y a eu un braquage, un cambrioleur qui est arrivé et eux, ben, ils sont restés impuissants là, en haut, puis ils pouvaient pas descendre rien, puis ils savaient pas déjà c'était qui, ils l'ont su après, tu sais. Alors, il y avait toutes sortes de petites affaires comme ça. Il y a eu beaucoup de tensions aussi. Anne aussi avec sa mère. À la fin, elle va tomber en amour avec Peter. Elle aura 15 ans à la fin, et à la fin de cette aventure, et elle va tomber en amour avec Peter. Et à un moment donné, ben c'est ça, à la fin de ses 13 ans, elle a eu comme cadeau un journal intime. OK? Et là, dans son journal, parce que c'est toute l'essence de son histoire est reliée à ça, c'est que elle entend une radio clandestine, puis elle entend un de ses anciens professeurs d'école qui dit écoutez les jeunes, si vous savez pas quoi faire, ben écrivez. Faites-vous un journal personnel, racontez toutes sortes de petites choses là-dessus, puis racontez votre journée, qu'est-ce que vous avez fait, et ainsi de suite. Et Anne a décidé que, ouais, ben, c'est une bonne idée, ça, je vais commencer un petit peu à travailler là-dessus, puis c'est ça. Donc, elle va commencer à tenir un journal quotidien. Elle va écrire toutes sortes de petites choses. Elle raconte tout ce qui se passe dans l'annexe. Anyway, ils ont juste ça à faire. Ils ont une radio. Rien de plus. Il n'y a pas de TV. Là, t'sais. Alors, eux, ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas circuler dehors. Oui, il y avait une petite fenêtre en haut que tu pouvais ouvrir puis avoir de l'air un peu, mais pas plus que ça. Là, t'sais. Donc, beau temps, mauvais temps, fallait que tu restes là. Ça, c'était très difficile pour les jeunes, pour Peter, qui est un adolescent, et les deux autres filles aussi, Margot et Anne. C'était très difficile pour eux, parce qu'ils avaient besoin de bouger, là, c'est des ados, là, t'sais. Alors, c'était vraiment pas évident pour eux. Et pendant 2 ans, ils ont réussi à rester dans l'annexe sans problème. Ils ont pu réussir à survivre. Sauf qu'à un moment donné,
C'est le 4 août 1944. Leur refuge a été découvert. La Gestapo arrive et puis l'affaire, c'est qu'on apprend en 2016 que, parce qu'on disait ils ont été stoulés par quelqu'un. Mais finalement, ils n'ont pas été stoulés du tout. C'est que le stool qu'il y a eu, ok, la personne qui a dénoncé, c'était pour dénoncer qu'il y avait des travailleurs illégaux dans l'usine en bas. OK? Justement. Il y avait des travailleurs illégaux et alors la Gestapo avait entendu parler de ça et ils ont dit tiens, nous autres, on va aller fouiller, on va aller les trouver, puis ils les trouvaient pas. Donc, ils ont décidé de fouiller et puis et à un moment donné, c'est par hasard, tasse la bibliothèque et s'aperçoit qu'il y a une porte. Ah, on va tasser la bibliothèque, tu sais. Donc, commence à pousser la bibliothèque, rouvre la porte, et là, il monte. Et là, c'était la surprise de la Gestapo, des Allemands qui arrivent et qui découvrent la famille, puis ils disent, c'est vous autres des illégaux? Non, on n'est pas des travailleurs, nous autres. Mais là, on a toujours pensé jusqu'en 2016 qu'il y a quelqu'un qui les a stoulés et les nazis sont allés les chercher. Alors même que le responsable justement de ceux qui sont allés les chercher, là, le genre de sergent Gestapo, commence à jaser un petit peu comme ça avec Otto, puis il dit voyons donc, ça se peut pas que vous avez resté pendant 2 ans ici, puis nanana, puis il reconnaît Otto. Il dit attends, toi, je te connais, toi. Et il dit, on a combattu ensemble à la Première Guerre mondiale, à la Grande Guerre, ce qu'on appelait à l'époque, là. C'était pas la Première Guerre mondiale, à l'époque, qu'on disait c'était la Grande Guerre. Alors, il dit, moi, je me souviens de toi, on était ensemble, l'esprit. Ben oui, Otto est un ancien soldat allemand de la Première Guerre mondiale, en plus. Alors, là, il y avait une sympathie, là, pour lui, là. Mais sauf que là, il y a un problème, c'est que, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il dit, bon, écoute, prenez une dizaine de minutes pour ramasser vos affaires. Il dit, je peux pas vous laisser ici, parce que là, il y avait déjà d'autres nazis qui étaient là. Alors, il y avait comme un peu un malaise, mais il dit, écoutez, je vais essayer de faire de quoi pour au moins la famille Frank. Eux autres, je pourrais pas, là, pour Fritz et pour les 3 autres, là, je pourrais pas faire grand-chose, là. Mais pour vous autres, je pourrais faire de quoi. Alors, ça reste comme ça, et puis là, ils ramassent leurs affaires et puis quittent l'endroit. Et c'est là que Anne va laisser son journal intime. Elle va le laisser à l'annexe. Et puis, ils sont déportés finalement, toute la gang, à Auschwitz. Donc, le gars de la Gestapo qui voulait aider un peu les Francs, ça a été en vain parce qu'il n'a pas pu rien faire. Donc, tout le monde est parti à Auschwitz. Et c'est ça. Donc, là, ce qui arrive, c'est que c'est les camps de concentration. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que, je vais juste vérifier une petite information pour être certain, c'est que Fritz, lui, de son côté, a été envoyé à Auschwitz. Lui, il est mort au mois de décembre 1944. OK? Il y a Peter, lui, le jeune homme, il a quand même réussi à survivre presque tout le long, jusqu'à la fin mi-avril 1945. Et 5 jours après, les Britanniques venaient délivrer justement le camp de concentration. Alors lui, c'était vraiment pas évident. Il a ses parents. Son père est mort aussitôt qu'il est arrivé là, au mois d'août. Aussitôt qu'il est arrivé à Auschwitz, il a été envoyé dans la chambre à gaz. Sa mère, elle a vécu quelque temps, tout comme la mère de Anne, qui a survécu pendant quelque temps. Et là, il y avait les 2 sœurs, Anne et Margot. Et au mois de mars 1945, au mois de février 1945, Margot meurt. Et c'est Anne va décéder en mars 1945. On n'a pas une date précise encore du décès. Alors, même les corps de Margot et d'Anne, on le sait pas parce qu'ils ont comme été envoyés d'une pile ensemble. Et puis, on n'a jamais identifié les corps là, des 2 jeunes filles. Là. Ce qui est arrivé, c'est que les 2 filles ont comme pogné une bonne grippe. Et dans la baraque où elles demeuraient, elles étaient proches de la porte. Et il y avait le courant d'air froid qui arrivait. Et les 2 filles étaient très, très faibles à la fin, n'étaient plus capables de bouger. Et même, à un moment donné, Anne, c'était au camp de concentration. Ce qui est quand même spécial, c'est qu'une de ses amies qui emménageait pas tellement loin du camp, à un moment donné, elle se promène et elle regarde des gens, puis elle reconnaît Anne. Elle dit, voyons, elle dit, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Fait que, tu sais. Alors, elle a réussi pendant 3 fois à, par-dessus les barbelés, à envoyer des sacs à Anne pour qu'elle puisse manger, parce qu'à un moment donné, il mangeait presque plus, là, tu sais. Alors, ils étaient tellement rendus faibles, à la fin, là, Anne et Margot étaient tellement rendus faibles à la fin qu'elles n'étaient plus capables là, du tout de bouger, là. Ils étaient là, dans leur dortoir et elles ne bougeaient plus du tout, là, tellement qu'elles étaient faibles. Mais quand même, il y a une personne qui a réussi par 3 reprises à lancer un sac de nourriture à Anne pour qu'elle puisse manger avec du pain puis de quoi de meilleur pour la santé. Là. Donc, c'est un petit peu cette histoire-là avec Anne qui va décéder en mars 1945. C'est ça. Et elle, il y a son père qui va survivre, Otto. Et lui, il va survivre, il va mourir en 1980. Il avait 90 ans à peu près. Alors, c'est ça, il y avait 91 ans. Il avait 91 ans en 1980. Alors, lui, Otto va survivre. Mais là, ce qui arrive, c'est que lui, à un moment donné, après la guerre, il retourne, puis il décide, bon, parce que là, c'est son entreprise à lui, ça reste que c'est à lui, puis bon, la guerre est terminée, puis lui, il a réussi à sortir dans Switch. Il s'en va à l'annexe, puis il s'en va voir un peu tout ça, tu sais, et puis il croise une des femmes qui leur apportait la nourriture, tu sais, une des 4 personnes qui apportait de la nourriture. Puis elle dit, tiens, elle dit, j'ai trouvé le journal intime d'Anne. Fait que là, Otto commence à feuilleter ça, puis c'est là qu'en 1947, il décide de publier comme un livre, fait un livre avec le journal intime d'Anne Frank, et parce qu'elle a tout raconté, tout comment ça s'est passé. Elle écrit aussi sur sa jeunesse, quand les Allemands sont rentrés au pouvoir, parce qu'elle, elle vivait à Francfort au début, tu sais, en Allemagne, et comment est-ce que c'était la vie des Juifs, et elle trouvait ça dur parce que là, il y avait ses amis, puis comme je vous disais, c'est une fille qui était très populaire, alors elle avait beaucoup d'amis, et ça, c'était vraiment une tragédie pour une jeune fille de 13 ans, là, avec tout ce qui se passait, là. Alors, c'est ce qui arrive, et puis il a décidé de faire un livre avec le journal intime d'Anne, et ça a été traduit dans, je sais pas sur combien de langues, mais mettons que c'est à peu près une quarantaine de langues là, facilement. Là. Tu sais, ça a été reproduit dans plusieurs langues, dont la langue française. Et juste un petit quelque chose aussi pour terminer. Il y a 75 établissements en France qui portent le nom d'Anne Frank. Quand même, tu sais, c'est tellement que c'est immense là en Europe. Je vous disais, tu sais, que en Europe, tout le monde la connaît. Tu sais, j'apprends rien aux Européens avec ce podcast-là. Là. Mais il y a 75 endroits, des établissements qui portent le nom d'Anne Frank, que ce soit même une rue aussi. Tu sais, il y a plusieurs choses sur Anne Frank, et ça, c'est comme ça à travers l'Europe. Du côté de l'Amérique, il n'y a absolument rien. Et c'est dommage un peu parce que c'est une belle. C'est une histoire qui est très touchante, l'histoire d'Anne Frank. Et puis, je tenais justement, compte tenu qu'on est au mois de mars, et elle, c'est en mars 45 qu'elle a quitté ce monde maudit qui était, avec cette fameuse guerre-là qui n'apportait rien de bon. Et que même si tu étais une juive non pratiquante et que la religion, c'était pas, ben, t'avais pas le choix, tu étais obligé, puis ça finissait là. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que Otto aurait pu changer de religion, tomber catholique, et puis peut-être que tout le monde aurait survécu, là. Mais bon, tu sais, c'est facile de faire du second guessing après, tu sais, j'étais pas là non plus, tu sais. Mais c'était la petite histoire d'Anne Frank, alors je vous invite par ailleurs sur YouTube, vous avez un film, je sais pas si c'est encore là, j'avais vu ça il y a quelques années, un film sur l'histoire d'Anne Frank, ça a été fait en noir et blanc, ok? Et il y a un autre film aussi, je me souviens plus où est-ce que j'ai vu ça, je sais pas si c'est YouTube aussi, mais il y a un autre, j'avais déjà vu un autre film beaucoup plus récent cette fois sur l'histoire du journal intime d'Anne Frank. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus là, amusez-vous, c'est une histoire qui est vraiment touchante, et puis tu sais, elle était belle comme un cœur, la jeune fille, là, tu sais, c'est ça qui est dommage, puis une fille qui était intelligente, une fille qui était quand même moderne, contemporaine pour son époque, et puis
tout ça est arrivé et puis ça a complètement détruit. Mais bon, elle est maintenant une immortelle. Justement, l'annexe aujourd'hui, c'est un musée. Je vous conseille d'aller voir un jour. C'est vraiment touchant que tu vas là pour l'avoir visité à Amsterdam. C'est ça, tu sais. C'est vraiment un endroit, tu sais, puis c'est ça, tu sais. Puis là, t'es là, puis tu regardes tout ça, puis tu te dis, OK, là, t'as une vitre qui mène vers le haut, mais tu peux pas voir en avant, puis t'as une belle... T'as la rivière, pas la rivière, mais le canal d'eau qui est juste devant. Tu sais, t'aurais pu avoir une belle vue, là, tout ça, mais ils ont été privés de ça pendant 2 ans. Tu sais, ils auraient pu avoir ça comme vue et ils ne le savaient même pas. C'est ça le pire. Tu sais. Tout ce qu'ils voyaient, c'était la fenêtre du haut et ça tombait de là. Puis il fallait qu'ils fassent pas de bruit non plus. Il fallait pas qu'ils se fassent remarquer parce que ils savaient que la Gestapo s'en venait assez rapidement dans ce temps-là. Alors, c'est ça. C'est l'histoire d'Anne Frank. Et si vous avez aimé ça, vous avez aimé cette vidéo-là, ben, s'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Salut!